Bonjour à tous, on arrive dans la dernière séance d'enseignement dirigé de la chirurgie cardiaque et on va attaquer la chirurgie des cardiopathies congénitales. Donc vos objectifs pédagogiques pour cette séance, c'est de connaître la définition d'une cardiopathie congénitale, connaître les facteurs favorisant l'émergence de cette entité, connaître les éléments de diagnostic clinique et paraclinique de certaines pathologies cardiaques congénitales. Bien évidemment, on ne va pas attaquer toutes les pathologies cardiaques congénitales, tout un panel de cardiopathies, on va connaître quelques éléments, connaître les indications et les principes thérapeutiques en matière de cardiopathie congénitale. Donc déjà, c'est quoi une cardiopathie congénitale? C'est une cardiopathie qui existe à la naissance. Il y en a plusieurs classifications, parmi lesquelles la classification qu'on a adoptée. Premier groupe, c'est le groupe des chaînes de gauche-droit, comme la CIA, la communication interoculaire, la communication interventriculaire, la persistance du canal artériel, qui ont un risque commun, c'est le risque d'hypertension artérielle pulmonaire, qui est d'abord de débit et ensuite qui peut se transformer en HTAP fixe, c'est le syndrome d'Eisenmenger. Le deuxième groupe, c'est les cardiopathies par obstacle. Obstacle sur la voie gauche, comme la coartation de l'aorte. Obstacle sur la voie droite, comme la tétralogie de Fallot. En principe, à l'état normal, le cœur droit et le cœur gauche ne communiquent pas. Et lorsqu'on a une communication à l'étage ventriculaire, les deux ventricules, et ça la CIV, la communication interventriculaire. À l'étage auriculaire, c'est la communication interauriculaire, et puis à l'étage vasculaire, on a l'exemple du persistance du canal artériel. On va prendre comme exemple pour le groupe de chaînes gauche-droit, l'exemple de CIV. C'est une cardiopathie non cyanogène, bien évidemment, comme toutes les cardiopathies à chaîne gauche-droit. Le schéma qui illustre la communication interventriculaire, ventricule gauche, ventricule droit, et puis le shunt du sang du ventricule gauche vers le ventricule droit. Il y a plusieurs variétés anatomiques. La plus fréquente, c'est la CIV périmembraneuse, au niveau du septum membraneux en sous-aortique, schématisé ici en bleu. Il y a les CIV musculaires, au niveau du septum musculaire, la partie musculaire du septum, schématisé ici en jaune. Et puis la CIV infundibulaire, au niveau du septum infundibulaire, en sous-pulmonaire, schématisé ici en rouge. Et puis la quatrième variété, c'est la CIV d'admission, qui est au niveau du septum interventriculaire, bien évidemment, au contact des valves auriculo-ventriculaires. Là, on a une vue opératoire d'une CIV périmembraneuse. Donc, ça, c'est l'oreille droite ouverte. Et là, on est sur le septum interauriculaire, le tissu tricuspide, et puis, lorsqu'on écarte le tissu tricuspide, on arrive sur la CIV. Ce que vous voyez là, c'est la cusp de la valve aortique. Donc la clinique, comme toutes les pathologies, toutes les cardiopathies congénitales à chaîne gauche-droit, on aura des signes de surcharge, des dyspnées d'effort, difficulté d'alimentation, allongement de l'IRTT, prise de quantité en zone de délai, parfois des signations cardiaques congestives, tachycardie, tachypnée. Le souffle de la CIV, c'est le souffle systolique en milieu thoracique qui a des rayons de haut, parce que vous le connaissez. Pour l'examen par l'ECG, on a des signes d'hypertrophie du ventricule droit. À la radio, on a des signes d'hypervascularisation pulmonaire, avec une cardiomégalie. Et bien évidemment, l'examen qui confirme le diagnostic, l'examen incontournable, c'est l'échographie cardiaque, qui va confirmer le diagnostic, prise de quel type
anatomique de CIV, évaluer les conséquences hémodynamiques, l'existence d'hypertension artérielle pulmonaire, chercher des anomalies associées, etc. Là, on a une radiographie du thorax d'un petit qui a une CIV, regardez la cardiomégalie, et puis les signes de surcharge pulmonaire, l'hypervascularisation pulmonaire. Le catétérisme interventionnel, il est important pour les CIV pour estimer la résistance pulmonaire, et bien évidemment, lorsqu'on a un enfant qui se présente à un stade avancé, une CIV ancienne, donc il faut absolument faire un cathé pour déterminer est-ce que on est au stade d'hypertension artérielle pulmonaire irréversible, auquel cas il faut contre-indiquer la fermeture chirurgicale de la CIV. Donc l'évolution, toutes les chaînes gauche-droite peuvent évoluer vers l'hypertension artérielle pulmonaire fixe irréversible, surtout la CIV, un peu moins la CIA et le canal artériel, persistance du canal artériel. Deuxième exemple de chaîne gauche-droite, la CIA, la communication interauriculaire, avec une vue opératoire. La oreillette droite ouverte, le septum interauriculaire, et on a la communication interauriculaire. C'est une CIA de type ostium secondum. Elle est centrale au niveau du septum. Au fond du septum, on voit l'oreillette gauche. Il y a d'autres types de CIA. Il y a la CIA de type sinus venosus, qui est au niveau de la jonction veine cave supérieure, oreillette droite, et puis la CIA ostium primum, qui est entre les septums et le plancher valvulaire atrioventriculaire. Troisième exemple de cardiopathie par chaîne gauche-droit, c'est la persistance du canal artériel. Donc c'est un vaisseau, un conduit entre l'artère pulmonaire et puis la face ventrale de la crosse de l'aorte. Normalement, il se ferme à la naissance. Et au-delà d'un mois, on parle de persistance du canal artériel, c'est-à-dire que le canal artériel ne va pas se fermer tout seul. Et là, il faut intervenir. Un schéma de la vue opératoire du canal artériel. Donc là, c'est le poumon écarté, la crosse de l'aorte, le TAVC, la carotide gauche, la sous-clavière gauche, et on a notre canal cravaté par les nerfs récurrents. L'exemple de cardiopathie congénitale par obstacle, obstacle sur la voie gauche, obstacle au ventricule gauche. On a la coartation isthmique de l'aorte. Donc c'est une sténose de l'isthme aortique en aval de l'implantation de la sous-clavière gauche. C'est une cardiopathie dite ductodépendante, ça veut dire elle dépend de la perméabilité du canal artériel. Et donc ici on a la vue opératoire et la vue opératoire schématisée. Le malade l'enfant étant en décusse latéral droit. Là c'est une thoracotomie au niveau du quatrième espace intercostal gauche. On tombe sur le poumon, on écarte le poumon gauche, on ouvre la pleure médiastinale et on est sur l'aorte. Ça c'est la crosse de l'aorte, ça c'est la carotide gauche, la sous-clavière gauche, ça c'est la crosse de l'aorte, ça c'est l'isthme aortique avec la coartation isthmique qui est très serrée, et puis l'aorte descendante. Et ça c'est le canal artériel. Donc on a dit que la coartation de l'aorte, elle est ductodépendante, et la symptomatologie va être dictée par la manière de laquelle le canal artériel va se fermer. Donc ici on a la coartation, ça veut dire que le sang éjecté par le ventricule gauche arrive au niveau de l'aorte et il est bloqué à ce niveau-là, il y a peu de sang qui passe à travers la coartation et c'est le canal artériel qui assure la vascularisation de la moitié inférieure du corps. Donc on imagine que si on a une fermeture brutale du canal artériel, eh ben, il y a une manifestation brutale de la symptomatologie avec une insuffisance cardiaque aiguë. C'est la coartation néonatale et c'est une urgence. Si le canal artériel se ferme progressivement,
le ventricule gauche, il a le temps de s'adapter par hypertrophie myocardique. Et donc on a une manifestation clinique qui n'est pas brutale, qui est progressive, avec le développement d'une circulation collatérale. Donc cliniquement, puisqu'on a une hypoperfusion de la moitié inférieure du corps, on aura des pouls fémoraux qui sont faibles ou abolis. Pour la coarctation néonatale, c'est une urgence. Les premières semaines de vie, elle est associée à une fermeture brutale du canal artériel. Et donc, on a une insuffisance ventriculaire gauche avec une acidose, oligurie, ischémie digestive. Donc, il faut intervenir en urgence pour lever l'obstacle. La coarctation type adulte, le canal artériel s'est fermé progressivement. Et donc, on a eu le temps de développer une circulation collatérale pour court-circuiter la coarctation, une hypertrophie du ventricule gauche. Et bien sûr, on a toujours une hypertension artérielle au membre supérieur. Donc, en amont de la coarctation, en amont de l'obstacle, il y a beaucoup de pression au niveau de la crosse et des troncs supra-aortiques, l'hypertension artérielle à la moitié supérieure du corps, et il y a une hypoperfusion avec des pouls fémoraux faibles ou abolis au niveau de la moitié inférieure du corps. Donc la paraclinique, l'examen qui confirme le diagnostic de la coarctation chez le tout petit, c'est l'échochœur, qui visualise la coarctation et évalue l'hypertrophie et la fonction du ventricule gauche. On a une accélération du flux avec prolongement diastolique en anévrisme par le Doppler. Pour le grand enfant et l'adulte, c'est surtout l'enjeu scannaire. Donc on a ici des images scanographiques de l'aorte, aorte ascendante, tronc supra-aortique, ensuite lisme aortique avec la coarctation. Regardez la coarctation très très serrée à ce niveau-là. Et puis la même chose, coarctation adulte, associée ici à quand même l'hypoplasie au niveau de la crosse de l'aorte. L'exemple de cardiopathie par obstacle au niveau droit ou à droite, la tétralogie de Fallot. Donc tétralogie de Fallot, parfois on parle de monologie de Fallot parce que toutes les anomalies résultent d'une seule anomalie, c'est la déviation antéro-droite du septum infundibulaire, donc conal, par rapport au septum musculaire lors de la septation des deux ventricules. Donc le septum conal, comme développement embryologique, une déviation antéro-droite du septum conal par rapport au septum musculaire, et on a la CIV, qui est césaortique. On a la sténose au niveau de la voie droite, qui est étagée, infundibulaire, valvulaire, ou même au niveau de l'artère pulmonaire. Puisqu'on a une sténose au niveau de la voie d'éjection de la voie droite, on a de l'hypertrophie du ventricule droit. Et puis une aorte qui est large et dextroposée à cheval sur le septum interventriculaire. La clinique, donc, aucun symptôme à la naissance. Et les symptômes, surtout la cyanose, donc c'est une cardiopathie cyanogène. La cyanose apparaît lors des 6 premiers mois. Au cours des 6 premiers mois, avec l'apparition de l'hypocrétine digitale, des crises hypoxiques, avec l'accentuation de la cyanose, des pertes de connaissance. Donc les malaises, les malaises anoxiques sont un signe d'alarme qui signe qu'il faut rapidement intervenir et opérer le malade. Il y a ce qu'on appelle le squatting, l'accroupissement, c'est une position instinctive qu'adoptent les enfants pour améliorer la perfusion au niveau droite, abaisser les résistances systémiques, donc et abaisser le shunt droit-gauche, puisqu'on a pour la tétralogie de Fallot un shunt droit-gauche, un retard staturo-pondéral modéré et un souffle éjectionnel de la sténose pulmonaire. La paraclinique, donc l'ECG, on a une hypertrophie du ventricule droit. À la radio,
La radiographie du tragus de Fallot est typique, elle est vraiment caractéristique, avec un corps à un sabot et une hypovascularisation pulmonaire. L'échocardiographie, elle confirme le diagnostic, elle cherche les anomalies associées. Le CAT est parfois bénéfique pour apprécier la voie pulmonaire, mais peut-être dangereux parce qu'il peut causer un spasme infundibulaire et induire un malaise anoxique. La biologie, donc, parce qu'on va réaliser une numération sanguine, on aura une polyglobulie. Polyglobulie qui est la résultante de l'hypoxie, donc une adaptation à l'hypoxie chronique. La radiothorax, comme j'ai dit, c'est radiothorax typique de tragus de Fallot avec un cœur en sabot, clarté des deux champs pulmonaires, une hypovascularisation pulmonaire. Maintenant, on va attaquer la partie des indications et bases thérapeutiques en cardiopathie congénitale. Donc, il y a bien sûr le traitement médical. Pour la tragus de Fallot, par exemple, c'est le traitement par les bêta-bloquants, il est très très important. Il améliore les symptômes. Deux volets, donc la chirurgie et le cathétérisme interventionnel. Dans la chirurgie, il y a deux types de chirurgie. Une réparation anatomique, c'est la cure complète, correction anatomique, restituer une anatomie normale, une physiologie cardiaque à deux ventricules. Et parfois, on a recours à la chirurgie palliative, dans l'impossibilité de faire une correction anatomique pour assurer la survie de l'enfant en cas de correction anatomique impossible d'emblée ou dans l'attente d'une correction chirurgicale. Les traitements palliatifs dont on dispose, deux grands tiroirs dans le traitement palliatif, et le cerclage du tronc de l'artère pulmonaire en cas d'hyperdévie et d'hypertension pulmonaire. Donc le but étant de serrer l'artère pulmonaire, de créer une sténose pulmonaire pour protéger l'arbre pulmonaire. La technique, elle est faite, le cerclage, il est fait par fermeture médiane, parfois par thoracotomie. Donc on contrôle l'artère pulmonaire et on serre l'artère pulmonaire par une bande en tissu, ce qu'on appelle le banding, et évidemment réalisé sans CEC. Les indications du traitement palliatif par banding, cerclage de l'artère pulmonaire, il n'y en a pas beaucoup, les CV multiples, ce qu'on appelle les Swiss cheese, et puis des CV larges associés à une malformation extracardiaque sévère, parfois les doubles discordances, les transports vieillis, les ventricules unicapoumons non protégés. Les complications du banding peuvent être une compression coronaire, on peut avoir des complications tardives comme un cerclage vicieux, sténose des artères pulmonaires, une hypertrophie du ventricule droit. Donc ici, un schéma comment on réalise le banding. Donc on contrôle l'artère pulmonaire et puis grâce à une bande en tissu, on entoure l'artère pulmonaire entre le plancher valvulaire et la bifurcation pulmonaire. Là, je mets une vidéo qui illustre la technique opératoire. Donc, la tête du malade, pied du malade, par sternotomie, on a ouvert le péricarde. Ça, c'est le ventricule droit. Ça, on a une aorte qui est antérieure. Donc, c'est un enfant qui a une double discordance. Ça veut dire qu'il a une oreillette gauche abouchée à un ventricule droit et le ventricule droit qui débouche sur une aorte. Une oreillette droite abouchée à un ventricule gauche, le ventricule gauche qui débouche sur l'artère pulmonaire avec une large CIV. Donc on a un hyperdébit pulmonaire. Donc regardez la transposition vasculaire. L'aorte elle est en avant et l'artère pulmonaire en arrière. Donc on va cercler l'artère pulmonaire qui est le deuxième volet dans le traitement palliatif.
c'est les chaînes systémico-pulmonaires. Donc le but c'est de créer une communication entre la circulation systémique et le réseau artériel pulmonaire. Donc si le bending de l'artère pulmonaire est utilisé en cas d'hyperdébit pulmonaire, et bien le chaîne systémico-pulmonaire, on le fait lorsqu'on a un hypodébit pulmonaire avec une hypovascularisation pulmonaire. Donc le but c'est d'augmenter le débit pulmonaire, permettre la croissance des artères pulmonaires. Il va permettre d'atteindre la cure complète, comme pour le bonding de l'artère pulmonaire. Donc ces indications sont les cardiopathies cyanogènes avec un hypodébit pulmonaire, une hypoperfusion des artères pulmonaires. Et en cas de correction complète, d'emblée impossible. Donc là, l'exemple, c'est l'exemple de tragédie de Fallot. Si on est devant un nouveau-né, un nourrisson avec un faible poids, et qui n'a pas encore atteint les 3 mois, qui n'a pas encore les 5 kilos, qu'en attendant d'avoir le bon poids et le bon âge pour faire la cure complète, on peut utiliser un chaîne systémico-pulmonaire si le malade, si l'enfant est très symptomatique, très cyanosé. Donc la technique la plus utilisée, c'est l'anastomose de bloc lactosique modifiée par stérénotomie médiane ou parfois par thoracotomie, une anastomose entre l'artère sous-clavière ou le TABC et l'artère pulmonaire droite par un tube prothétique, une petite prothèse, généralement sans CEC, mais on peut avoir recours à la CEC si on est obligé, si on a lors du clampage de l'artère pulmonaire droite une intolérance hémodynamique. Donc les indications actuelles, c'est le sinus par hypodébit pulmonaire, Fallot sévère non réparable d'emblée, des cardiopathies complexes avec un hypodébit pulmonaire. Il y a certaines complications des shunts. Parfois on a des sténoses des branches pulmonaires, parfois on a une thrombose de tube, paralysie phrénique, une collection autour de la prothèse qu'on appelle le sérum. Là, c'est une vidéo qui illustre la technique chirurgicale de l'anastomose bloc lactosique modifiée. Donc là, on a l'artère pulmonaire droite qui est clampée. On va ouvrir l'artère pulmonaire droite et ensuite, on va anastomoser un tube, une prothèse, un tube prothétique au niveau de l'artère pulmonaire droite. Donc on va ouvrir, comme je vous ai dit, l'artère pulmonaire droite. Et puis, on va anastomoser une prothèse. Le diamètre de la prothèse va dépendre du poids de l'enfant. Généralement, c'est une prothèse de 3 à 4 mm qu'on utilise. Donc on va anastomoser la prothèse au niveau de l'artère pulmonaire droite. Et puis, là c'est l'aorte. Là c'est le TABC, le tronc artériel brachiocéphalique. Donc on va clamper le TABC. On va faire une artériotomie et on va anastomoser le tube avec le TABC, de telle sorte à réaliser un shunt systémico-pulmonaire entre le TABC et l'artère pulmonaire droite. Donc il y aura le sang qui va arriver de l'aorte, le TABC, et va passer à travers la prothèse et il va passer dans l'arbre pulmonaire pour irriguer les poumons. Donc ceci est utilisé comme traitement palliatif des cardiopathies cyanogènes avec hypodébit pulmonaire en cas d'impossibilité de réaliser d'emblée la cure complète. À la fin, on déclampe la prothèse. Donc l'aspect final, ça c'est la prothèse, donc l'aorte et puis le TABC qu'on ne voit pas.
l'artère pulmonaire droite. Donc le tube est interposé entre le TABC ou la sous-clavière droite et l'artère pulmonaire droite. C'est la veine cave supérieure, embouchement au niveau de l'oreillette droite. Ça, c'est le ventricule droit. Donc vue opératoire et vue opératoire schématisée. Le traitement curatif. Donc le traitement palliatif, on a vu, le bending et les shunts, système éco-pulmonaire. Maintenant le traitement curatif, les shunts gauche-droit. Donc le principe c'est de fermer le shunt, de fermer le trou. Lorsqu'on a une communication interoculaire, on va utiliser un patch synthétique ou un patch du péricarde par sternotomie ou par thoracotomie sous CEC et on ferme le shunt par le patch. Les indications, c'est des enfants symptomatiques, on va fermer la CIA par chirurgie, fermeture immédiate si l'enfant est symptomatique, quel que soit l'âge, quel que soit le poids. Généralement, lorsqu'on a un poids qui va permettre de conduire une CEC de façon sécurisée, c'est-à-dire au-delà de 5 à 6 kg et à partir de 6 mois. Lorsque l'enfant est asymptomatique, devant une large CIA, c'est la chirurgie, avant l'âge scolaire, vers l'âge de 5 ans, ou une fermeture percutanée, à l'âge de 10 ans, par Emplats. C'est la machine CEC qui va permettre de conduire la CEC. La fermeture de CIA chez les petits, on peut utiliser une thoracotomie postérolatérale, thoracotomie droite. Chez l'adolescente, l'adulte jeune, on peut faire, surtout chez la femme, donc une incision en sous-mammaire. On va réaliser une thoracotomie antérolatérale qui va permettre d'aborder l'oreillette droite et de fermer la CIA. Mais généralement, on va utiliser la sternotomie. Vue opératoire, donc le septum interoculaire et la CIA qui est fermée par le patch. Ici, on a schématisé la fermeture percutanée par la prothèse d'Emplats. On va aborder la veine fémorale, on va introduire un cathéter au bout duquel il y a la prothèse. On dépasse, donc on part de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche, on dépasse la communication interoculaire et on largue la prothèse qui va fermer le shunt. La CIV, avec le même principe, sous CEC, sternotomie médiane. On ouvre l'oreillette droite, on écarte la valve tricuspide, on tombe sur la CIV, surtout la CIV périmembraneuse. On peut aborder aussi la CIV par l'infénugulum pulmonaire. Donc l'indication, les CIV à gros débit symptomatiques sont opérés. Et puis les CIV larges non restrictives avec résistance artérielle pulmonaire non fixée. Maintenant, si on a un enfant qui se présente pour une CIV avec une hypertension artérielle pulmonaire fixe et irréversible, la fermeture de la CIV est contre-indiquée. Il ne faut pas fermer la CIV. Une vue opératoire, donc là, CIV périmembraneuse, fermée partiellement par du tricuspide et la fermeture par un patch. Le canal artériel persistant, les moyens dont on dispose, c'est la fermeture percutanée par prothèse d'Emplats ou ligature chirurgicale par thoracotomie latérale gauche au niveau du 4e espace intercostal gauche. Les indications, les canaux avec shunt gauche-droite significative, un canal artériel même sans shunt significative mais avec un souffle et un flux au Doppler, donc le risque est l'endocardite, donc il faut fermer le canal. Fermeture percutanée, généralement première intention, sauf en cas de gros canal tortueux, et chez le prématuré, et chez le nourrisson inférieur à 4 kg. La fermeture du canal artériel ne nécessite pas de CEC. Donc ça, c'est l'installation de l'enfant, déclus latéral droit. On va faire une thoracotomie au niveau du 4e espace intercostal gauche. Donc ça, c'est le schéma de la vue opératoire, l'aorte descendante, et puis le canal, qu'on va ligaturer.
Le traitement curatif de la coarctation. Donc la voie d'abord c'est une thoracotomie postérolatéral gauche, 4e espace intercostal gauche. La cure de la coarctation se conduit sans CEC. L'intervention la plus utilisée chez le nourrisson, c'est l'intervention de Crawford. On peut parfois faire un élargissement par patch. Et chez l'adulte ou l'adolescent qui a terminé sa croissance, on peut utiliser une tube prothétique. Le tube prothétique étant proscrit chez le nourrisson et l'enfant qui n'a pas encore terminé sa croissance, pour des raisons évidentes. Donc, on a une vue opératoire. Donc, résection, c'est l'intervention de Crawford. Résection de la coarctation. C'est ça la coarctation. Donc, résection de la coarctation, fermeture du canal. Après clampage de la crosse de l'aorte et de l'aorte descendante. Et on réalise une anastomose termino-terminale entre les deux bouts de l'aorte. C'est l'aspect final. Avec une anastomose termino-terminale entre la crosse de l'aorte et l'aorte descendante. Chez l'adulte jeune et l'adolescent qui termine sa croissance, on peut mettre une prothèse, vu aussi qu'on a beaucoup de circulation collatérale et que l'aorte est faiblement mobilisable. Toute coarctation doit être opérée. Donc coarctation néonatale, sa manifestation néonatale étant une urgence, donc il faut opérer le malade, il faut opérer le nouveau-né. Jamais de tube prothétique. C'est l'intervention Crawford qu'on utilise. La coarctation de l'adulte, c'est l'intervention de prothèse. Le traitement du phallo se fait par sternotomie médiane sous CEC. On ferme la CIV et on élargit la voie droite. On résèque l'obstacle musculaire infundibulaire. On lève l'obstacle s'il y a un obstacle valvulaire. On agrandit la voie droite par un patch. Les indications, donc la correction anatomique à partir de 3 mois et 5 kg pour la cure complète. La chirurgie palliative, on devine que le traitement palliatif en cas de phallo non opérable d'emblée, c'est le shunt systémico-pulmonaire. Donc le shunt systémico-pulmonaire, si le nouveau-né est symptomatique, une saturation très très basse, avec un petit poids, parfois des anomalies coronaires, ou dans un contexte d'atrésie pulmonaire. Ça, c'est les étapes de traitement du phallo. Fermeture de la CIV par patch et élargissement de la voie droite. Ouverture de l'infundule, résection de la réaction infundibulaire, réaction des trabecules musculaires pour libérer la voie droite et l'élargir. Et généralement, on utilise un patch pour élargir la voie droite. Maintenant, on va attaquer les cas cliniques et on a 3 cas cliniques. Premier cas clinique, donc au jardin d'enfants, le petit Imran âgé de 4 ans, il joue avec ses camarades, il devient très cyanosé, il a perdu connaissance, il a convulsé, donc le médecin sur place l'a rapidement secouru, il lui a injecté un médicament par voie intraveineuse, qu'il a amélioré. À l'interrogatoire, on relève un retard staturopondéral, une cyanose des extrémités qui s'accentue à l'effort. La maman vous rapporte que le petit s'accroupit souvent quand il joue pour se reposer. Donc, les questions sont les suivantes. Soulever les anomalies cliniques chez Imran. Quelle est l'explication réelle de la position accroupie adoptée par l'enfant? Quel est l'incident qu'a présenté Imran et quel est son mécanisme? Quel est d'après vous le produit injecté par le médecin scolaire et quels sont les impacts cliniques que vous allez prescrire? Là, je vous donne la radio du thorax. Il faut chercher les anomalies sur la radio thorax. Et je vous donne les données de l'échographie cardiaque. Quel est votre diagnostic? La maman demande comment son enfant pourra-t-il traiter de sa cardiopathie. Que vous allez répondre. Deuxième cas clinique. Donc une petite de 1 mois et demi qui pèse 3,9 kg admise aux urgences pédiatriques. Les enfants rapportent qu'elle a fait 2 crises pendant laquelle la petite est devenue agitée, bleue, tachypnéique avec une perte de connaissance. Les antécédents
Elle ne révèle pas grand-chose, elle est née à terme. À l'examen physique, la petite est somnolente. L'examen de l'hémiqueuse révèle une cyanose. L'auscultation cardiaque trouve un souffle systolique au deuxième espace intercostal, normalement gauche et pas droit. Donc, à l'auscultation, c'est un souffle systolique au deuxième espace intercostal gauche. L'auscultation pulmonaire et l'hypofémoraux sont normaux. La saturation à l'air libre est à 75%. Quelle est votre conduite à tenir dans l'immédiat? Quels sont les examens paracliniques que vous allez demander? Quel est votre diagnostic? Que proposez-vous comme traitement? Je donne le radiothorax de l'enfant et puis le TT qui révèle une sténose pulmonaire valvulaire et supravalvulaire avec une artère pulmonaire gauche hypoplasique, une hypertrophie ventriculaire droit et puis une aorte qui est dextroposée à cheval sur le septum et puis une communication interventriculaire haute sous-aortique. Troisième cas clinique, un enfant de 4 ans amené par les parents en consultation pour fatigabilité. L'examen est normal en dehors d'un souffle continu en sous-claviculaire gauche. La radiothorax, elle est normale, le CG, elle est normal. Quel est votre diagnostic? Quel est le diagnostic le plus probable? Comment confirmer le diagnostic? Quel traitement vous allez proposer? Donc, on aura l'occasion de discuter des cas cliniques lors de la conférence. Bon courage à tous.